Je les ai remarqués pour la première fois à Chicago. Des demi-fenêtres émergeant des trottoirs. Des vitres au niveau des chevilles donnant sur des pièces qui ne devraient pas exister. Des appartements en sous-sol, m'a-t-on dit. D'anciennes trappes à charbon. Des accès utilitaires pour une ville construite par couches. Des explications raisonnables. Des explications confortables. Mais ensuite, je les ai vus à Seattle, à Boston, à Philadelphie, San Francisco et Denver. Toujours le même design, toujours la même profondeur, toujours avec les mêmes ornements architecturaux, des arcs en plein cintre, de la ferronnerie décorative, une maçonnerie assortie au bâtiment au-dessus, pas les ajouts grossiers qu'on attendrait d'excavations ultérieures. Et c'est là que les explications confortables ont commencé à ressembler moins à des réponses qu'à des scripts répétés. Plus je creusais, plus le motif se révélait. Ce n'étaient pas des sous-sols, c'étaient des rez-de-chaussée, des premiers étages, des entrées principales enfouies sous des pieds, parfois des mètres, de terre, d'asphalte et des sédiments accumulés d'une histoire qu'on n'est pas censé questionner. Voici ce que j'ai trouvé. À Édimbourg, la fameuse ville souterraine n'est pas souterraine du tout. C'est le niveau de rue d'origine, enterré lors de la construction du South Bridge dans les années 1780. En traversant Mary King's Close, on passe par des portes, devant des fenêtres, dans des pièces qui voyaient autrefois la lumière du jour. Les guides touristiques appellent ça l'élévation du niveau de la rue. Ils le disent avec désinvolture, comme si les villes s'enterraient régulièrement. À Rome, la basilique San Clemente repose sur deux églises antérieures, chacune construite directement sur la précédente. En descendant les couches, on trouve des fresques, des autels, des espaces architecturaux complètement intacts, tous enterrés. L'explication officielle, technique de construction de l'époque. Mais on observe un enfouissement délibéré, pas une construction, pièce après pièce scellée et comblée. À Savannah, Géorgie, tout le quartier historique repose sur lui-même. Factors Walk, l'ancien quartier marchand, descend sur plusieurs étages sous la rue moderne. Pas une accumulation graduelle, un enfouissement net. Des fenêtres donnant depuis ce qui est maintenant souterrain, toujours encadrées, toujours vitrées, toujours architecturalement complètes. Une fois qu'on le voit, impossible de ne plus le voir. Le motif s'étend sur tous les continents. À Istanbul, la citerne basilique sous la ville, avec ses colonnes et arcs suggérant une structure bien plus grandiose qu'un simple réservoir d'eau. À Londres, des quartiers entiers existent, sous le niveau de la rue. À Saint-Pétersbourg, les rez-de-chaussée sont devenus des sous-sols. À Paris, à Prague, à Budapest, Vienne et Madrid. Toutes vieilles villes, toutes à la même profondeur, toutes avec la même précision impossible. Si vous trouvez ça difficile à croire, vous n'êtes pas seul. Mais avant de partir, pensez à vous abonner, car ce qui suit devient encore plus étrange. Voici où l'explication officielle s'effondre. On nous dit que ces niveaux enterrés se sont accumulés graduellement, des siècles de débris, de construction, de matière organique, élevant lentement les niveaux de rue. Évolution urbaine naturelle, disent-ils. Ça arrive partout, mais ça n'arrive pas partout. Traversez un village médiéval anglais qui ne s'est jamais industrialisé, jamais modernisé, et vous trouverez le rez-de-chaussée d'origine toujours au niveau du sol. Aucun enfouissement, aucune accumulation. Ces endroits sont tout aussi anciens, parfois plus, mais ils n'ont pas coulé. Alors pourquoi les grandes villes, sur différents continents, climats différents, conditions géologiques différentes, se sont-elles toutes enterrées à la même profondeur, dans la même période, avec le même langage architectural ? La profondeur elle-même est suspecte. Pas des centimètres. Pas un affaissement graduel. On parle de 3, 4, parfois 5 mètres de recouvrement. Assez pour enterrer des étages entiers. Assez pour transformer des entrées principales ornées en fenêtres de sous-sol. Et c'est arrivé rapidement, pas sur des siècles, mais en quelques décennies. Les preuves suggèrent quelque chose de bien plus vaste. C'est ici que je dois introduire un terme qui rendra certains d'entre vous mal à l'aise. Inondation de boue. Pas une inondation d'eau, pas une sédimentation graduelle, mais un dépôt rapide et catastrophique de boue et sédiments qui a balayé plusieurs continents dans les années 1800, enterrant les rez-de-chaussée des villes existantes et forçant les populations à reconstruire par-dessus la destruction. Les chercheurs sur la Tartarie, et oui, j'y vais, désignent cet événement comme le grand effacement, une réinitialisation,
un moment où l'ancien monde fut littéralement enterré et un nouveau récit écrit par-dessus. Et avant de rejeter cela comme une théorie conspirationniste marginale, demandez-vous, pourquoi avons-nous si peu de documentation sur cette supposée accumulation graduelle? Pourquoi n'y a-t-il pas de période de transition dans les photographies? Pourquoi chaque vieille photographie de ville à partir du milieu des années 1800 montre-t-elle des rues déjà à leur niveau élevé, sans preuve du processus d'élévation? Cela soulève une question simple mais critique. Où sont les images de villes en cours d'enfouissement? J'ai cherché dans les archives, les registres municipaux, les sociétés historiques, les collections universitaires. Ce que j'ai trouvé, ou plutôt ce que je n'ai pas trouvé, était troublant. Les photographies de villes européennes et américaines commencent à apparaître en nombre significatif vers 1850 à 1870. À ce moment-là, les fenêtres enterrées sont déjà là. Les rues sont déjà élevées. Les niveaux souterrains sont déjà souterrains. Mais nous n'avons presque aucune preuve photographique de la transition. Aucune image d'ouvriers comblant les rez-de-chaussée. Aucune documentation de projets massifs de terrassement qui auraient été nécessaires pour enterrer des pâtés de maisons entiers. Aucun témoignage contemporain décrivant la logistique d'une telle entreprise. Le silence était assourdissant. Et voici le plus étrange. Les villes censées élever leurs rues connaissaient aussi une croissance, une industrialisation et une documentation architecturale sans précédent. Les ingénieurs photographiaient ponts, chemins de fer, nouveaux projets de construction. Les artistes capturaient scènes de rue, marchés, vie quotidienne. Mais personne n'a photographié l'enfouissement de quartiers entiers, personne n'a pensé documenter ce qui aurait été l'un des plus grands projets de travaux publics de l'histoire urbaine. Nous arrivons maintenant à l'Empire qui n'est pas censé exister. La Tartarie apparaît sur les cartes jusqu'aux années 1800, pas comme un mythe, pas comme une légende, mais comme un vaste territoire couvrant une grande partie de l'Asie du Nord. Certaines cartes l'étiquettent explicitement. Tartarie, Grande Tartarie, Tartarie indépendante, d'autres la subdivisent. Tartarie chinoise, Tartarie moscovite. Puis, soudainement, elle disparaît. Pas conquise, pas absorbée. Simplement. Retirée des cartes, des livres d'histoire, de la mémoire collective, l'explication standard est la confusion cartographique. Convention de dénomination obsolète. La clarification graduelle de la géographie d'Asie centrale à mesure que les connaissances occidentales s'amélioraient. Mais si ces villes, avec leurs fenêtres enterrées, leur architecture impossible, leur langage de design uniforme, faisaient partie de quelque chose de plus grand, si elles étaient peau des nœuds dans un réseau qu'on nous a appris à oublier. Avant d'aller plus loin, je veux vous entendre. Avez-vous remarqué ces fenêtres souterraines dans votre ville? Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez vu, car ce motif est plus vaste qu'aucun chercheur ne peut documenter seul. Laissez-moi décrire ce que j'observe dans ces niveaux enterrés. Corniches ornées, linteaux de granit, clés de voûte précisément taillées, consoles décoratives et ferronneries. Pas de la construction utilitaire, pas du travail de sous-sol rudimentaire, mais une architecture finie destinée à être vue, admirée, vécue au niveau de la rue. À Montréal, la ville souterraine révèle des murs en maçonnerie détaillée, des plafonds voûtés, un artisanat qui rivalise avec les structures au-dessus. À Seattle, la visite souterraine de Pioneer Square vous emmène à travers des devantures, avec leurs vitrines d'origine, toutes enterrées quand la ville s'est renivelée dans les années 1890. Celles-ci n'ont pas été conçues pour être souterraines, et elles n'ont pas été construites en sous-sol puis enterrées plus tard. La séquence de construction ne le permet pas. Les bâtiments au-dessus partagent que des fondations avec les structures en dessous. Ils sont continus, intégrés, ce qui signifie que les niveaux inférieurs étaient terminés, occupés, habités, puis délibérément comblés. Pourquoi? Pas des dégâts d'eau, pas une érosion lente, pas des décennies d'accumulation graduelle, mais des mètres de boue, déposés assez rapidement pour que les villes reconstruisent simplement par-dessus plutôt que d'excaver. C'est ce que suggèrent les preuves physiques. Voici ce qui me tient éveillé la nuit. Comment des villes sur différents continents, gouvernées par différents pouvoirs, parlant différentes langues, ont-elles pris la même décision à peu près au même moment?
Édimbourg élève ses rues fin 1700. Les villes américaines font de même mi-fin 1800. Les villes européennes suivent des schémas similaires, toutes utilisant des techniques similaires, toutes enterrant des styles architecturaux similaires, toutes à des profondeurs similaires. Ce n'était pas graduel, ce n'était pas un développement indépendant. Les histoires officielles traitent chaque ville comme un cas isolé. Décisions locales, conditions locales, solutions locales. Mais quand on les cartographie globalement, le motif devient impossible à ignorer. Répondait-elle au même événement? Suivait-elle des instructions qu'elle ne comprenait pas pleinement? Couvrait-elle des preuves qu'on leur avait dit d'effacer? J'ai lu des procès-verbaux de conseils municipaux, des rapports d'ingénierie, des articles de journaux contemporains sur des projets d'élévation de rues. Ce qui me frappe, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ne disent pas. Aucune mention de la provenance du matériau de remblai. Aucune discussion sur la logistique sans précédent. Aucune protestation publique concernant l'enterrement de commerces entiers, de vies entières. Aucun débat sur des solutions alternatives. Juste l'acceptation. Comme si la décision avait déjà été prise ailleurs, par quelqu'un d'autre, et que les autorités locales exécutaient simplement un plan prédéterminé. Dans le cas de Seattle, le grand incendie de 1889 a fourni une couverture pratique. On reconstruit de toute façon, autant élever les rues. Mais l'incendie n'expliquait pas pourquoi le nouveau niveau de rue fut construit précisément là, pourquoi cette hauteur particulière, pourquoi combler l'ancien niveau plutôt que simplement reconstruire à neuf. Le même schéma apparaît dans d'autres villes ayant connu des catastrophes opportunes juste avant des projets majeurs de renivelage. Incendies, inondations, tremblements de terre, chacun fournissant une justification pour enfouissement et reconstruction. Timing opportun. Opportun de manière troublante. Et puis il y a la question que personne ne veut poser. Comment ont-ils construit ces structures au départ? Les niveaux enterrés montrent des techniques de construction qui semblent presque trop avancées pour leur époque supposée. Maçonnerie de précision, arc parfait, taille et placement de pierre que les entrepreneurs modernes admettent avoir du mal à reproduire sans conception assistée par ordinateur. Regardez le travail du granit dans ces espaces souterrains, pièces uniques de 10 tonnes ou plus, taillées et ajustées avec des tolérances mesurées en millimètres, transportées depuis des carrières à des centaines de kilomètres, soulevées et placées sans grue ou hydraulique moderne. L'histoire officielle dit qu'ils utilisaient rampes, poulies et main-d'œuvre humaine. Mais où sont les tentatives ratées? La courbe d'apprentissage? La progression du grossier au raffiné? Au lieu de cela, nous trouvons une maîtrise architecturale pleinement réalisée apparaissant soudainement dans les archives historiques, comme si la connaissance arrivait complète et prête à déployer. Cela soulève une question simple mais critique. Construisait-il selon des connaissances héritées? Suivait-il des modèles d'une civilisation antérieure? Ce qui me hante le plus, c'est la rapidité de l'oubli. Ce n'étaient pas des ruines découvertes par des archéologues des siècles plus tard, c'étaient des villes fonctionnelles, des espaces occupés, des paysages familiers, enterrés dans la mémoire vivante. Et pourtant, en une génération ou deux, ils sont devenus des mystères, des visites souterraines, des curiosités historiques, le but original oublié, les habitants originaux effacés, la signification originale perdue. Comment une civilisation entière oublie-t-elle son propre rez-de-chaussée? Pas lentement, pas graduellement, mais brusquement, comme si une décision collective avait été prise de cesser de parler de ce qui précédait, d'accepter le nouveau récit, d'enterrer les questions avec l'architecture. Je ne vous dis pas quoi croire, je vous demande de regarder. Traversez le vieux quartier de votre ville, trouvez les fenêtres au niveau des chevilles, les portes qui s'ouvrent sur la terre, les ornements architecturaux destinés à être vus depuis la rue, maintenant enterrés dessous. Demandez-vous pourquoi. Pas pourquoi elles sont belles, pas pourquoi elles ont été construites, mais pourquoi elles ont été enterrées, pourquoi l'enfouissement était si uniforme, pourquoi c'est arrivé si vite, pourquoi c'est si complètement normalisé. Plus je creusais, moins les explications officielles me satisfaisaient. L'accumulation graduelle n'explique pas la précision. Le renouveau urbain n'explique pas la coordination globale.
Les décisions locales n'expliquent pas les schémas identiques sur les continents. Et si ces fenêtres souterraines n'étaient même pas la preuve de villes s'enfonçant lentement, mais d'un monde délibérément recouvert, si l'inondation de boue, catastrophe naturelle ou autre chose, avait forcé une réinitialisation, et si la civilisation qui a construit ces structures, cette Tartarie qui apparaît et disparaît des cartes, avait été effacée non seulement du paysage mais de la mémoire, je ne sais pas ce qu'était la Tartarie. Je ne sais pas si c'était un empire, un réseau, un héritage culturel partagé ou autre chose entièrement. Mais je sais que les villes ne s'enterrent pas sans raison. Je sais que la connaissance architecturale n'apparaît pas pleinement formée sans précédent. Je sais que les schémas globaux suggèrent des événements globaux, pas des anomalies locales. Et je sais que le silence entourant ces questions est lui-même suspect. Qui bénéficie de l'oubli ? Qui a décidé quelle histoire préserver et laquelle enterrer ? Et pourquoi acceptons-nous si rapidement des explications qui n'expliquent pas réellement ? Les fenêtres souterraines sont toujours là, l'architecture enterrée demeure. Les preuves n'ont disparu nulle part, elles ont juste été recouvertes, comme tout le reste. Que pensez-vous qu'il s'est passé ? Était-ce une accumulation naturelle, un enfouissement délibéré ou la preuve de quelque chose qu'on nous a appris à ignorer ? La section commentaires est à vous. Le mystère demeure. Les fenêtres demeurent. Les questions demeurent. Et sous nos pieds, un monde entier attend d'être rappelé.